Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Nous en avons parlé dans un des derniers épisodes, à savoir que j'ai remplacé mon Sony A7S par une caméra refroidie sur ma lunette 61 EDPH avec tout un montage, à savoir un passe-filtre pour pouvoir mettre un filtre contre la pollution lumineuse, mais également une caméra donc d'auto-guidage sur un diviseur optique. Et bien évidemment, vous allez vous poser la question peut-être un jour de passer sur ce type de caméra refroidie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce qu'elles sont très performantes. Mais la question qui vous viendra naturellement à l'esprit, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de faire ce montage et d'essayer de visualiser un petit peu mentalement le montage à réaliser. Alors, il y a plein de montages possibles en fonction des caméras, en fonction des instruments. Moi, je vais vous répondre déjà sur un cas général et je vais surtout vous donner aussi les différentes ressources pour pouvoir aller plus loin. Autre chose, je vais vous donner quelques petites astuces quand même assez intéressantes pour le montage et le démontage, pour le nettoyage de votre capteur. Et aussi ces petites pièces que j'ai faites avec l'imprimante 3D, je pense que ça va vous intéresser. Vous verrez, c'est quand même assez pratique pour vous assurer voilà, d'isoler thermiquement aussi les différents montages de votre chaîne, parce qu'en plein hiver, eh ben, il vaut mieux quand même se protéger un petit peu. Voilà. Comment monter une caméra donc refroidie sur votre télescope, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, nous allons parler dans cet épisode du montage d'une caméra sur un instrument équipé d'un correcteur de champ. Ça peut être pour un Newton d'un correcteur de coma ou d'une lunette astronomique avec un correcteur de champ ici. Donc vous avez l'épisode avec la 62 Evolux où je vous montre son correcteur de champ et ici la 61 DPH donc avec son propre correcteur. Le back focus est indiqué par le constructeur. Ici, ce sera 55 mm à peu près et on verra ensuite comment l'ajuster. C'est à compter à partir de ce plat-là que vous avez sur le autour du filetage. Mais on ne comprend pas le filetage quand on fait les mesures. Donc notre instrument se trouve ici. Votre caméra, vous allez l'avoir reçue avec au minimum cet ensemble-là. Une première bague, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et chacune a son rôle. Alors cette caméra, c'est une caméra refroidie avec un capteur de format micro 4 tiers ou 1 pouce chez Zuo. Le back focus interne est de 6,5 mm, ce sont les spécifications constructeurs. C'est-à-dire que le capteur par rapport au plat que vous avez là est de 6,5 par rapport au plat là, pardon. On va rajouter donc une bague là, ici, de 11 mm. Et ça nous fait 17,5 mm. Ça, c'est vraiment propre à Zuo dans ce montage. Ensuite, on va rajouter une autre bague donc, que vous avez là. Celle-ci fait 21 mm. Et enfin, vous en avez une troisième qui fait 16,5. Et le total fait 55 mm entre le capteur et le plan qui est ici. Alors, si vous avez un instrument qui est en M48, c'est le cas ici, vous allez visser directement. Hop. Et on ira jusqu'au bout. Par contre, attention, vous avez quand même la notion de back focus, c'est-à-dire d'espace à respecter pour avoir vraiment des coins parfaitement corrigés. Ça, c'est quelque chose qui se fait en regardant sur vos photos et donc en fonction de l'aspect des étoiles en bord de champ, on viendra rapprocher le capteur ou l'éloigner. Donc, c'est la figure que je vous affiche à l'écran. Pour ce faire, il est probable que vous ayez éventuellement reçu ce genre de petites bagues, ou sinon vous pouvez les faire avec votre imprimante 3D. Et donc dans le cadre de ma 61 EDPH, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il fallait que je rajoute 1 mm, 1 mm et demi. Donc j'ai fait une petite bague comme ça, et quand je viens visser mon ensemble, alors le petit conseil au moment de visser, vissez d'abord dans le sens inverse du filetage, de façon à sentir un petit clic, et ensuite vous pouvez visser, ça évitera de trop forcer. Voilà. Et là, ma caméra est montée. Vous avez, dans le cadre de cette lunette, justement, ces trois vis qui vous feront office de bague de rotation pour pouvoir placer votre caméra correctement par rapport au reste de l'instrument.
Si par contre votre correcteur sort en M42, vous avez cette bague là, donc M48 vers M42 que vous allez visser à l'intérieur ici. Alors moi ce que je vous conseille par contre, c'est qu'en fait vous allez vraiment avoir le blocage quand vous allez à fond là. Donc je vous conseille d'abord de visser votre bague sur votre correcteur ici et ensuite de la visser là. De façon au moins à avoir la garantie que votre filetage, vous avez un petit décochement là ici, pourra être accessible au cas où vous avez besoin de retirer la bague. On prendra un tournevis et on viendra taper un petit coup de marteau latéralement pour pouvoir la défaire. Donc ça, cette petite bague va servir si jamais vous sortez en M42. C'est le cas par exemple du RCC de chez Bader. Donc un correcteur de coma pour Newton. Ça, c'est le cas général. Alors maintenant, nous allons voir comment monter un passe-filtre et un diviseur optique. Ce qu'il faut comprendre dans notre montage, c'est que nos bagues là, leurs dimensions ne sont pas le fruit du hasard. Vous avez cette bague donc qui fait 21 mm et c'est exactement l'épaisseur du passe-filtre de chez ZWO, tout simplement. Donc ça, c'est le passe-filtre M42, M48. Vous avez un pas de vis ici en M48 que l'on pourra réduire en M42 avec cette bague là. Et vous avez ici du M42, mais c'est tout à fait normal puisque ça vient se visser là sur la bague de 11 mm. Donc vous avez ce montage là. Ensuite, en fonction de ce que vous allez mettre devant, si vous ne mettez pas de diviseur optique, vous mettez la 16,5 et vous voyez que là, vous ne pouvez pas la mettre. Il va falloir placer notre bague filetée, donc M42, M48. Donc vous voyez que volontairement, je viens laisser le petit décochement apparent. Et ensuite, on vient visser. Et là, je peux remettre ce montage directement sur ma lunette. Notez une chose, c'est que quand vous utilisez un filtre, eh bien, le back focus est reporté d'à peu près un tiers de l'épaisseur du filtre. Donc c'est à prendre en considération et le réglage du petit slicer éventuellement est à prendre en considération là-dessus. Ça signifie éventuellement qu'entre les configurations hiver où vous êtes chez vous dans la pollution lumineuse et été où il n'y en a pas, éventuellement vous retirez ou rajoutez un slicer. Alors si maintenant nous voulons mettre le diviseur optique, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le passe-filtre bien évidemment puisque vous avez en lieu et place cette bague qui fait 21 mm qui fait exactement la même chose. Notez que cette bague, elle sort directement en M42. Eh bien, nous allons remplacer la bague, qui est celle-ci, qui fait 16,5 mm, par le diviseur optique. Donc le diviseur optique de chez ZWO, c'est celui-là, il existe deux modèles. Le OAG, Off-Axis Guiding, ou Off-Axis Guider standard, et le L, qui est la version large. Donc là, nous, on va prendre la version standard. Alors, il va falloir la mettre comme ceci, puisqu'il va falloir que le prisme soit dirigé vers l'instrument. Donc, du coup, on va être obligé, puisqu'on sort en M42, on va être obligé de mettre cette vis. Alors, notez ensuite que vous avez trois petites vis qui nous permettent de retirer ce système de griffes. Et là, vous vissez votre ensemble là et vous allez pouvoir le placer. Ça va vous permettre, en fait, ce système de pouvoir placer précisément votre prisme en fonction justement de l'angle de votre capteur. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre là-dessus, c'est un des défauts de ce type de système, mais voyez qu'on est pas mal. Alors notez une chose, c'est que vous avez, de façon à pouvoir le positionner, vous voyez que les trois griffes là sont un petit peu en train de s'écarter, vous avez donc forcément un petit peu de jeu dans le montage au moment où vous allez installer votre diviseur optique. Et là, il faut essayer d'être un petit peu vigilant là-dessus, tout simplement. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeu, hein, mais il faut, vous voyez, vous amenez la première vis juste en contact, la deuxième juste en contact, la troisième juste en contact, et ensuite, on va serrer les trois de la même façon, pour essayer d'éviter de se décaler. Ça pourrait être une cause éventuellement de tilt, c'est-à-dire d'avoir un capteur qui soit un petit peu incliné et pas strictement orthogonal à l'axe optique, et ça pourrait poser des problèmes. Forcément, vous aurez dans ce cas-là des étoiles moins ponctuelles sur une partie du capteur. Vous avez ensuite le support pour la caméra de guidage. Alors, le diviseur optique de chez ZWO, vous allez voir que vous avez cette petite vis-là qui va vous permettre de régler la position
donc de votre prisme, alors essayez de l'emmener vraiment sur le bord le plus éloigné possible, bien évidemment, sans pour autant qu'il ne se retrouve sans lumière, pour la très bonne et simple raison que sinon vous allez masquer un petit peu de lumière sur l'imageur principale. Et vous avez un deuxième réglage ici de tirage. Alors, votre diviseur optique est livré avec ce support pour petite caméra. Et donc là, en l'occurrence, on est conçu plutôt pour mettre... Alors, il y a plusieurs montages possibles, bien évidemment, parce que vous allez pouvoir, ici, mettre les caméras donc de guidage de chez Zuo, qui sont directement, elles, en M42. Donc, ce sont les grosses caméras cylindriques. Et en fait, le réglage de la mise au point se fera avec cette vis-là. Si par contre vous avez une caméra de type voilà, stylo, de type voilà, comme donc l'Asie 120 mm ou la 220 mm, etc. Là vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser donc le porte-oculaire de mise au point qui va avec et qui est proposé par Zuo. Alors attention à ne pas confondre. Vous avez ce modèle-là que l'on retrouve assez classiquement. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir amener la caméra jusqu'au bout. Vous voyez, vous avez tout un système de filetage là et vous n'arriverez jamais à faire la mise au point. Il faut vraiment prendre le modèle de chez Zuo ou ce modèle que j'ai trouvé qui est vraiment identique, où là, vous avez cette possibilité d'amener la caméra vraiment jusqu'au bout. Et là, vous allez pouvoir faire la mise au point. Donc celui-là n'est pas le modèle de chez Zuo, mais en fait, il y ressemble tellement fortement qu'on en est même en droit de se poser la question de savoir s'il vient pas de la même usine. Et donc là, vous allez pouvoir mettre... donc ce petit porte-oculaire qui va nous permettre du coup, en mettant la caméra dessus, de pouvoir ensuite faire la mise au point. Alors il est assez dur, mais à la limite ça ne bougera pas à votre insu. Veillez à bien tout viser et surtout faire attention à ne pas avoir de jeu comme ça. Donc ça peut se faire en réglant cette petite vis là. Ça va aider à limiter du coup le jeu. Donc c'est une petite vis à laine, on va le faire ensemble. Donc on va serrer cette petite vis ici, voilà, pas besoin de la serrer comme un bourrin, et on voit qu'on n'a vraiment plus de jeu derrière, donc ça c'est vraiment important. Une fois que vous avez bien fait votre mise au point, eh bien on serre celle-ci, et là il n'y a plus rien qui bouge, il n'y aura donc, voilà, ça permettra vraiment de limiter éventuellement des mouvements parasites. Très clairement, le petit support qui est livré d'origine me plaît absolument pas. J'ai pu constater qu'on avait des étoiles qui n'étaient pas rondes, qu'on avait du jeu dedans et tout ça, parce que même si c'est un serrage annulaire, vous n'avez qu'une seule vis, alors que là, vous avez deux vis de serrage, ce qui va vous permettre de vraiment bien caler la caméra dedans, et là, ça ne bougera plus. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, vous êtes directement en M48. Alors, soit vous avez un instrument M42, vous allez reprendre la bague M42, M48. Vous inquiétez pas, vous en aurez le bon nombre. Hein. Vous en aviez une avec la caméra, peut-être que vous en avez une avec le diviseur off-axis, et puis vous en avez une avec le passe-filtre en toute logique. Enfin, vous inquiétez pas, vous en aurez le bon nombre. Et sinon, si vous êtes en M48, et ben là à ce moment-là, eh bien on va venir visser l'ensemble. Voilà. Alors après, quand vous avez eh ben, le montage sur lequel je suis là, eh bien avec un moteur de mise au point, je vous conseille de les mettre à l'opposition pour une question tout simplement d'équilibrage. Concernant l'angle de votre caméra, avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur le sujet, eh bien concernant l'angle de la caméra, je vous laisse à votre convenance, mais notez quand même une chose, c'est quand même beaucoup plus pratique effectivement d'avoir une caméra qui soit voilà, sur un axe par rapport à votre monture, donc ça c'est à vous de voir par rapport au positionnement par rapport à la monture. Mais attention, méfiez-vous juste d'une petite chose, l'angle du capteur n'est pas forcément l'angle du connecteur derrière. Il y a des pièges là-dessus. Et puis surtout, mettez un filtre UV et Aircut devant la caméra. Ça vous permettra d'être beaucoup plus stable par rapport à la turbulence. Voilà. Ensuite, eh bien, vous avez votre caméra et vous veillez à l'orientation de votre caméra. Et là, ces caméras-là, globalement, ce sera, on se base là-dessus. Alors du coup, profitons-en pour parler vraiment en profondeur de cette question du back focus. Bon, comme vous le voyez, chez Zuo, c'est assez facile parce que toutes les pièces vont avoir les bonnes dimensions, etc. Ça, on en a parlé. Par contre, il y a plusieurs choses à dire et beaucoup de mauvaise compréhension à propos du back focus.
Le back focus n'est pas déterminé par les caractéristiques du capteur. Non, il est déterminé par les caractéristiques du correcteur, correcteur aplanisseur ou correcteur réducteur, mais également par la distance focale de l'instrument. Alors quand vous avez un correcteur qui est vraiment dédié à un instrument, par exemple le correcteur donc de la 61 dph est vraiment dédié à la 61 dph, le problème ne se pose pas tellement, quoique il m'a été quand même nécessaire de mettre un petit slicer sur cet instrument. Mais par contre, si vous prenez les différents correcteurs que j'ai là, et bien là, ça change. Ça, par exemple, c'est le MPCC Mark III que j'utilise avec mon télescope de 400 mm de diamètre, 800 mm de focale. Et bien, pour réussir à obtenir une image qui soit propre au niveau des quatre coins, par exemple, de mes appareils Sony Alpha 7, donc full frame, il m'a fallu rajouter un petit slicer supplémentaire qui fait quand même 1 mm au moins. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le back focus augmente en proportion de la focale. On le retrouve d'ailleurs dans les specs du TS Optics GPU, c'est celui-là. Eh bien, selon la focale, on le retrouve vraiment dans les docs, selon la focale, on va devoir ajuster le back focus. Je l'utilise sur mon Photostroke 200 par 800, j'ai dû au contraire me rapprocher des 5 mm. Et pour ça, vous avez une solution, c'est d'utiliser une bague variable. Donc en fait, vous avez une contre-bague, vous avez deux bagues qui se vissent l'une dans l'autre et une contre-bague qui vient bloquer le tout. Et donc avec ça, on peut avoir une distance, par exemple, alors que là, il me fallait, je crois, 20 ou 21 mm, et bien en fait, j'ai pu faire un petit peu moins grâce à ça. Si par contre, vous utilisez un passe-filtre, alors l'intérêt là de ce montage avec le TS Optics GPU, c'est que vous avez 3 griffes là qui se dévissent, comme ça, hop. On retrouve le même principe que ce qu'on a vu avec celle-là. Et là, je peux mettre un montage équivalent en lieu et place, mais cette fois avec le passe-filtre. Et pourquoi je fais ça plutôt que finalement de ne pas mettre de filtre? Eh bien, tout simplement parce que quand on met un filtre, on va augmenter finalement le point de convergence de la lumière à peu près un tiers de l'épaisseur du filtre. Sur un filtre qui fait généralement 2 mm d'épaisseur, vous voyez que ça fait déjà 0,66 mm donc de recul du plan pour avoir justement la mise au point à la position identique finalement du correcteur vis-à-vis de l'objectif. Donc voilà, il est nécessaire du coup d'avoir 2 montages et celui-là est un petit peu plus épais finalement que celui-là. Et les deux se mettent en lieu et place en fonction de savoir si j'utilise donc un filtre ou pas. Quand je vous dis que le back focus dépend du correcteur et non pas du capteur, eh bien là, voilà un très bon exemple. Ça, c'est le RCC 1 donc de chez Bader, et celui-là a un back focus de 91,5 mm. Alors ça, c'est la distance qui lui est préconisée dans les specs. En fait, si on y regarde bien, j'ai dû jouer sur une bague fine et une autre bague que j'ai collée avec de l'époxy, etc. On est sur quelque chose de plus fin que les traditionnelles bagues T2 par exemple, pour pouvoir justement avoir une correction correcte sur mon 200-800 qui est à 800 de focale et non pas à 1000 de focale. Donc là aussi, il faut savoir quelquefois, dans certains cas, et en tout cas sur celui-là, y ajuster. Petite précision complémentaire, donc voilà le correcteur RCC Bader, et voyez la comparaison d'épaisseur des bagues avec finalement ce que j'ai retiré en jouant sur finalement une bague fine. Et donc j'ai pu avoir le bon back focus et des étoiles nettes jusqu'au bord de mon Sony A7S avec ce montage. Donc on me disait que ce RCC n'était valable que pour les appareils APS-C, et en réalité ça fonctionne. On notera que quand on utilise un correcteur, et là j'aimerais plutôt parler des correcteurs de coma, prendre en considération aussi que si vous avez un appareil photo de type plein format, vous allez risquer d'avoir du vignettage si vous avez un correcteur de coma en 2 pouces. Généralement, on va plutôt sur des correcteurs de coma en 2,5 pouces, voire 3 pouces. C'est pour ça que j'ai été creusé dans tous les coins là, histoire de pouvoir accéder, alors j'ai une bague entre les deux hein, d'habitude, mais de pouvoir accéder vraiment au coin du Sony A7S. Et par contre ça marche effectivement de faire un petit peu cette méthode-là.
Juste un petit rappel pour vous dire que quand je prends une bague pour Canon EF et un adaptateur Canon EF vers Sony E, eh bien j'ai le même tirage qu'une bague longue pour Sony E. Pour ça, je vous renvoie à mon épisode, donc comment monter un appareil photo numérique sur votre télescope, et vous aurez plus d'explications. Autre chose enfin à noter, c'est que la précision du positionnement finalement et du back focus eh bien, va dépendre aussi du rapport focal sur diamètre, parce que la précision de mise au point dépend du rapport focal sur diamètre de l'instrument. Donc là, on pourrait faire, un jour je vous ferai un épisode vraiment dédié sur ce côté-là, parce qu'il y a des formules qui sont quand même assez balèzes, mais donc effectivement, il va falloir essayer de travailler avec un maximum de rigueur. Et là, dans le cas qui m'intéresse ici, eh bien, je suis obligé de mettre en permanence en fait un filtre. Si je ne mets pas de filtre, forcément, ça affecte eh bien, la distance entre le correcteur et la caméra. Par l'absence de matière, comme je vous ai expliqué, on rajoute un tiers de l'épaisseur du filtre. Mais si jamais je ne mettais pas de filtre là, à la limite, comme mon capteur n'est pas très grand, ça affecte pas tellement les coins. Par contre, là, ça va affecter la mise au point de la caméra de guidage. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que j'ai fait ma mise au point avec l'imageur principal. Et donc, si jamais je retire le fil, je retire de la matière, forcément, je compense le fait d'avoir modifié le back focus par un petit coup de mise au point, et donc forcément, la mise au point de la caméra de guidage est affectée. Donc, moi, dans mon cas, ça peut fonctionner de ne pas mettre de filtre sans avoir à remodifier le back focus à chaque fois, mais là, c'est à vous de voir en fonction aussi, et ce sera principalement la dimension de votre capteur et le rapport FD de l'instrument qui va le conditionner. Voilà, donc déjà, vous voyez, on a quand même pas mal de choses et cet épisode est quand même assez long et dense et vous aurez sans doute des situations particulières et des questions à me poser. Donc je vous propose, parce que j'ai encore plein d'astuces à vous partager, vous parlez par exemple de ce petit bidule, etc., etc., je vous propose en fait de me mettre vos questions dans l'espace commentaire et on fera une deuxième partie dans laquelle justement je vais répondre à certaines de ces questions et vous partager aussi quelques autres astuces sur ce montage. Et donc ce sera très bientôt sur la chaîne Astro. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire, hein, comme vous avez pu le constater. Mais en tout cas, le montage, une fois qu'il est bien réalisé, fonctionne très bien. Et après, derrière, on peut faire des photos absolument extraordinaires. Vraiment, cette petite lunette est vraiment absolument géniale. Voilà, alors on verra bientôt comment installer donc le focuseur. On verra aussi un petit peu l'utilisation d'un ASIR. Vous verrez, c'est absolument génial. Allez, apprendre l'astrophotographie. Vous avez sur la chaîne toute une playlist complète avec plus de 70 tutoriels, bien évidemment intégralement gratuits, pour vous permettre justement de ne mettre votre budget que dans le matériel et progresser encore plus rapidement. Parce qu'une caméra comme ça coûte quand même assez cher, alors ce serait dommage d'attendre. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et rendez-vous aussi dans le serveur Discord de la communauté Astro pour échanger avec plein d'autres astronomes amateurs si vous avez des questions. Merci.